Voilà, donc on va commencer, si vous le permettez. On va commencer par se présenter, donc je me présente. Et puis après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensemble cette année. Et on va consacrer cette séance rien qu'à des généralités. Donc on va parler en gros de ce que c'est que le génie civil. Qu'est-ce qu'on fait dans cette discipline? Je sais très bien qu'il y a parmi vous certains qui travaillent dans le domaine du génie civil, mais on en parlera donc, pour ceux qui viennent d'entamer ce domaine pour la première fois. Et ensuite, je vous parlerai de ce que c'est que le calcul des structures, parce que c'est l'une des activités les plus importantes dans le domaine du génie civil. Et je vous expliquerai les différents types de calculs que l'on fait pour construire des ouvrages. Et après, on va se situer dans le cas de la résistance des matériaux qui fera l'objet du cours qu'on va faire ensemble. Alors tout d'abord, je m'appelle Mustafa Bidaq, je suis enseignant à l'École nationale des sciences appliquées de Safi. J'habite ici à Stade, donc je fais la navette entre Safi et Stade et je viens pour vous faire ce cours. J'enseigne à l'ENSA le calcul des structures pour des élèves ingénieurs. Ce qu'on va faire ici, donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le génie civil? Si on remonte dans l'histoire, quand est-ce que ça a commencé vraiment le génie civil? Ça date à peu près de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire aux alentours de 6000 ans maintenant. C'est-à-dire depuis que l'homme s'est sédentarisé. Au début, c'était que des nomades, et puis après, on s'est sédentarisé, et avec la sédentarisation, il y a eu besoin de construire des villes, des villages, construire des routes entre ces villes pour se déplacer, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire du génie civil. Pas avec la façon avec laquelle on le fait maintenant, mais le début du génie civil, ça a été à l'époque. Puis au fil du temps, au fil des siècles, ce métier, si vous voulez, du génie civil, on ne faisait pas en fait la différence entre architecte et génie civil. C'est-à-dire tous ceux qui construisaient des édifices, on les appelait par région, ça dépend des régions, on les appelait des architectes à l'époque, ou des fois on les appelait tout simplement des ingénieurs. Mais l'appellation génie civil, ça date uniquement de quelques siècles où on parle vraiment d'ingénieurs génie civil. Alors quand est-ce qu'on a commencé à construire? Bien sûr, ça remonte à des époques très lointaines dans l'histoire. Ça, par exemple, les pyramides que tout le monde connaît, vous voyez bien qu'on ne peut pas construire des choses de ce type si on n'a pas bien réfléchi à ça, si on n'a pas bien pensé, si on n'a pas fait ce qu'il faut pour avoir quelque chose qui va résister au fil des siècles jusqu'à maintenant. Donc il faut savoir que ça date de plus de 3000 ans. Donc ça a parcouru les siècles pour arriver jusqu'à nous, et donc c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça par hasard. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi pour faire ça, qui ont mis ce qu'il faut faire en œuvre pour la réalisation de ces édifices. Et donc on peut dire que l'art de construire, génie civil si vous voulez maintenant, architecture et génie civil mélangés, ça date depuis déjà plusieurs siècles. Alors si on remonte un petit peu, donc je vous donne ici par exemple le cas du Maroc. Nous avons des monuments historiques qui résistent jusqu'à maintenant. Vous reconnaissez la Koutoubia Hassan, Koutoubia qui date de 1120, l'année 1120, et la Hassan de 1999. Donc vous voyez qu'on construisait avec des matériaux de la région, c'est local, c'est des matériaux locaux, et ça a pu résister depuis cet âge, depuis l'époque, jusqu'à maintenant. Et vous pouvez voir, par exemple, on reste toujours dans le domaine de la construction de mosquées, par exemple. Vous voyez là, c'est la mosquée Hassan II, dont la construction a commencé en 1986 et s'est terminée en 1993.
Alors c'est quoi la différence entre ce qu'on a construit il y a quelques siècles et ce qu'on a construit maintenant? Ben, vous voyez bien que la différence, elle est énorme. De point de vue taille, donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir, là, les deux mosquées que vous avez ici, et la mosquée Hassan n'est pas achevée, hein. Vous avez des poutres qui sont là, des poteaux, qui n'ont pas été achevés parce que le projet n'a pas été terminé. Mais on voit la tour qui a été terminée à l'époque et elle résiste, elle est toujours là. Donc la différence, c'est que on construit plus grand, hein, donc ça devient plus grand, ça devient plus haut, et vous voyez bien que la mosquée Hassan II, par exemple, elle se trouve dans un milieu que l'on peut qualifier de milieu hostile. Donc il y a une bonne partie de la mosquée qui est sur ce qui constituait avant, c'est la mer. Donc, vous voyez qu'on construit au bord de la mer, dans un endroit, parce qu'avant c'était comme ça, regardez les bords, mais on est entré quand même à l'intérieur. Ça demande une fortification du sol, un renforcement, donc beaucoup de travaux de génie civil justement, pour pouvoir mettre dessus une construction qui est énorme, qui est très haute, et bien sûr tout cela pour passer du XIIe siècle au XXe siècle. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? D'abord, on veut construire plus grand, plus haut, parce que ce qu'on demandait à une mosquée à cette époque, parce qu'on n'était pas très nombreux et on ne demandait pas beaucoup de choses à une mosquée. Par exemple ici, la fonction de la mosquée va changer, on demande à abriter beaucoup de gens, donc ça devient très grand, ça devient très haut. Et ce qui a changé, bien sûr, c'est les matériaux de construction, on ne construit pas avec les mêmes matériaux, mais ce qui est important dans ce que je veux vous dire ici, c'est l'art de construire, c'est-à-dire l'ensemble des sciences, des techniques qu'on a mises en œuvre pour pouvoir construire des choses qui ressemblaient à ça à une certaine époque, aller vers des choses où l'on défie certaines contraintes imposées par la nature. Donc on construit plus grand, plus haut, dans des milieux qui ne sont pas forcément destinés à la construction. Pour passer de là à là, c'est une science, c'est des techniques, et c'est ce que vous allez apprendre, c'est votre domaine, c'est le domaine du génie civil. La même chose, donc je vous donne certains changements. Vous voyez là, c'est une construction en terre, donc c'est de l'argile, où on construisait sous cette forme. Ce sont des habitations qui sont adaptées à leur environnement et répondaient parfaitement à ce qu'on souhaitait faire avoir à l'époque. Elles répondaient à des fonctions que l'on demandait à l'époque. Ce type de construction ne répond plus à ce qu'on demande maintenant, et du coup on construit dans les villes, on construit avec du béton armé, donc ça a changé, on construit plus grand et plus haut pour des raisons économiques. Mais pour passer de point de vue savoir, les savoirs qu'on avait à cette époque pour construire, pour réaliser ce genre de bâtiment, vous pouvez comparer maintenant pour construire ce genre de construction, c'est beaucoup de savoir et beaucoup de techniques qu'il faut acquérir. Tout ça, c'est le domaine du génie civil, ce sont les savoirs que vous devez normalement acquérir en partie dans cette formation du génie civil. La même chose, le génie civil ne s'intéresse pas uniquement au domaine du bâtiment, il y a d'autres choses dans le domaine du génie civil, par exemple le domaine des ponts. Regardez ici, c'est pas très grand, donc ça c'est le pont sur Oued Taza, hein, c'est l'entrée de la ville de Taza, sur Oued Taza, et c'était un pont qui est complètement construit en pierre. Ce sont des pierres en voûte, hein, c'est des matériaux locaux qui ont permis de construire ce pont qui résiste, qui a résisté au fil des siècles. Mais maintenant, on construit, on n'a pas les mêmes besoins qu'avant. Regardez, ce pont, il est relativement petit de point de vue dimension. Il ne supporte pas des charges importantes parce que les gens qui avant, c'était pour faire passer des piétons.
et des charrues, etc. Donc, et après, c'était des voitures, mais pas de véhicules qui sont très lourds. Vous voyez ici le projet de construction du pont à Aubon. Ça, c'est la rocade, c'est le contournement de la ville de Rabat. Donc, c'est l'autoroute qui va aller vers Fès. Et on contourne maintenant, on essaie de contourner la ville de Rabat. C'est l'autoroute. Et quelque part sur Oued Bourgreg, on était obligé de construire un pont. Ça, c'est en cours de construction. Ça va être ouvert très bientôt. Et vous voyez le genre de pont que l'on construit actuellement. Donc, c'est un pont, on appelle ça un pont à Aubon. C'est des poteaux, vous les voyez ici, 2 grands poteaux. Sur ces poteaux, il va y avoir des câbles, et ces câbles vont permettre de suspendre le tablier du pont. D'accord ? Et vous voyez donc toujours la différence. Voilà comment les choses étaient avant, et voilà comment elles sont maintenant. Pour vous dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc tout ça, par exemple, pour construire la tour Koutoubia ou Hassam, à l'époque, on n'a fait aucun calcul. On n'a rien calculé. Par expérience, quand on construisait des murs ou quand on construisait des édifices, par expérience, on sait que si on met certaines dimensions, ça va résister. Donc on le sait par expérience. Quand on a commencé à construire ici, on a compté sur notre expérience pour dire que voilà, si je mets certaines dimensions et que je ne dépasse pas une certaine hauteur, normalement ça va tenir. Donc il n'y a aucune note de calcul à l'époque parce qu'on ne savait pas faire ça, ça n'était pas nécessaire et il n'y avait pas de risque par expérience. Mais pour construire la mosquée Hassan II, on a fait énormément de calculs. Donc tout a été calculé pour prévoir ce qui peut se produire et pour être sûr que la mosquée va tenir pendant un certain temps. Donc la différence entre ça, ici, il n'y a aucun calcul, il n'y a aucune note de calcul, on ne calcule rien, on compte sur notre expérience et sur ce qu'on a l'habitude de faire pour construire et il n'y a aucun risque. Mais vous voyez que pour construire par exemple les 2 tours jumelles, twin, là il faut faire du calcul pour prévoir et pour dimensionner toutes les parties de la structure pour ne pas avoir de problème après. La même chose ici, donc on ne peut pas construire ce genre d'ouvrage sans faire du calcul. Justement, l'objet de ce cours, c'est de vous donner les principes de calcul, de résistance des matériaux, pour pouvoir dimensionner des parties ou la totalité d'un ouvrage. C'est ça l'objectif de ce qu'on va faire ensemble. Alors ça, maintenant, je vous donne une définition du génie civil. Alors qu'est-ce que c'est que le génie civil ? Parce que ce qu'on va faire après, il fait partie du génie civil. Le génie civil, il représente l'ensemble de toutes les activités, qui permettent de construire des édifices, de construire des constructions, de l'infrastructure. Ça peut être des routes, des autoroutes, et quand je dis routes et autoroutes, lignes ferroviaires, bâtiments, et tout ce qui va avec. Par exemple ici, pour construire des routes, des autoroutes, des lignes ferroviaires, on a besoin à un moment donné de construire des ponts. Donc tout ce qui va avec, on a besoin de mettre des soutènements, des murs de soutènement, tout ce qui va avec la construction de routes et de bâtiments. Donc si on veut résumer, le génie civil, c'est le domaine qui permet de construire tout ce que vous voyez sur le sol. Tout ce qu'on voit sur le sol, qui est en rapport avec le sol, qu'on va déposer sur le sol, que ce soit des routes, des bâtiments, des voies ferrées et tout autre ouvrage d'art, on appelle ça des ouvrages d'art. Tout autre ouvrage d'art, il fait partie du domaine du génie civil. Oui. C'est la voie ferrée, c'est le chemin de fer.
C'est le chemin de fer. Ligne ferroviaire, ça veut dire le chemin de fer. Et les bâtiments, tout type de bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le génie civil? Donc, parce que ici, à notre époque, on distingue entre le métier d'architecte et le métier du génie civil. Alors, pour l'architecte, comme vous le savez très bien, l'architecte, son rôle, c'est de définir le fonctionnement du bâtiment, ses différentes parties, son utilisation, le côté esthétique, si vous voulez, du bâtiment. Mais l'ingénieur génie civil, son rôle, comme vous le savez très bien, c'est le calcul et surtout le calcul des grosses œuvres. Donc le métier du génie civil, le domaine du génie civil s'intéresse aux grosses œuvres et les fondations des bâtiments de toute nature. Donc, tout ce qu'on peut construire sur le sol, et quand on étudie l'ossature de ce qu'on va mettre sur le sol, cette ossature, ces grosses œuvres, ces fondations, elles font partie du calcul du génie civil. Les ponts, les viaducs, c'est un type de pont, les tunnels pour les métros, etc., ou voies ferrées, tunnels, qui sont désignés habituellement par les ouvrages d'art. On appelle ça les ouvrages d'art. Donc ça fait partie du génie civil. Tout ce qui est barrages, quais, bassins, etc. Donc toutes les constructions que vous pouvez voir en béton armé ou d'autres types de constructions, ils font partie du domaine du génie civil. Les ossatures porteuses de construction industrielle, des usines, des réservoirs, de la canalisation pour l'assainissement et l'aménagement du sol, et les terrassements et les chaussées. Donc vous voyez le domaine du génie civil, pour ceux qui viennent de connaître ce domaine, c'est tout ce que vous voyez sur le sol, construction, ponts, barrages, des ouvrages d'art, tout ce type de construction, on le calcule, on le définit, on le dimensionne dans le domaine du génie civil. Voilà, je vous donne des exemples, donc c'est des choses que vous connaissez. Bâtiment, par exemple, ça c'est le travail du génie civil, c'est le calcul, c'est l'ossature, le calcul de tout ce que vous voyez là, des poteaux, des poutres, des fondations en bas qu'on ne voit pas ici, voilà, c'est les dalles, les planchers, donc tout ça, ça fait l'objet, dans le domaine du bâtiment, ça fait l'objet du domaine du génie civil. Ici par exemple, sont les routes, donc vous voyez, donc ça c'est le travail du génie civil, là aussi, donc c'est la construction de routes. Tout ce qui est pont, ça c'est le pont Moulay Hassan entre Rabat et Salé. Donc vous voyez, la construction de ce pont fait partie du domaine du génie civil. Les voies ferrées, donc ça c'est tram par exemple, tramway de Rabat, ça c'est une voie ferrée. Donc tout ça, la construction de ces ouvrages fait partie du domaine du génie civil. Aussi le domaine de l'assainissement. Donc ici vous voyez la pose de conduite, assainissement, ça peut être des eaux usées, ou ça peut être de l'eau potable et tout ce qui va avec. Donc ça aussi, ça fait partie du domaine du génie civil. Donc maintenant, quelles sont les activités que l'on peut faire dans le domaine du génie civil? Alors, c'est quoi exactement un ingénieur génie civil ou quelqu'un qui travaille dans le domaine du génie civil? Quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, on peut les distinguer en trois grandes catégories, ces activités. L'activité principale, c'est la conception et la définition de l'ouvrage. En d'autres termes, la première activité de l'ingénieur génie civil, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de génie civil,
c'est de concevoir. Concevoir, ça veut dire imaginer ou choisir une solution qui va répondre à un besoin défini. C'est-à-dire on a un besoin en construction ou en pont par exemple. La conception, ça veut dire qu'il faut imaginer, concevoir la forme, les dimensions de l'ouvrage qui va permettre de réaliser cette fonction. On appelle ça la conception. Avec une étude de rentabilité. Ça, c'est aussi l'une des activités de l'ingénieur génie civil. L'étude de rentabilité, ça veut dire que l'édifice qu'on va construire, l'ouvrage qu'on va construire, est-ce que ça va être rentable du point de vue économique? Ça, c'est une étude que l'on fait. On fait une étude de métrée, on mesure, on calcule pour déterminer le coût de réalisation de l'ouvrage et puis on regarde si c'est rentable ou pas. Ça aussi, c'est l'une des activités principales de l'ingénieur ou des personnes qui travaillent dans le domaine du génie civil. Donc, c'est l'étude de rentabilité des ouvrages ou des édifices qu'on va construire. Deuxième activité importante. Alors là, je m'arrête un petit peu sur cette activité. Là, c'est le livrable, c'est-à-dire dans cette activité, qu'est-ce qu'on obtient après avoir fait cette activité? Tout simplement, ça va être les plans, les plans de ce qu'on est en train de faire. Et les dimensions, quand je dis plan, ça veut dire c'est toutes les dimensions. Il faut caractériser complètement ce qu'on est en train de faire. Et parmi les activités principales dans la conception, c'est le dimensionnement. C'est-à-dire, on va imaginer ce qu'on va faire, bâtiment par exemple, mais après il va falloir dimensionner, donner, évaluer les dimensions de ce qu'on est en train de construire. Et ce dimensionnement, c'est l'objet de ce qu'on va faire ensemble. Donc on est dans la phase de conception et de définition de l'ouvrage. À un moment donné, quand on est en train de faire la conception et la définition, il va falloir déterminer les dimensions de chaque élément de l'ouvrage. Et pour déterminer les dimensions de chaque élément de l'ouvrage, il va falloir faire du calcul. Il y a certaines dimensions qui sont imposées. Par exemple, si je parle de cet amphi, il y a des dimensions qui sont imposées par l'utilisation de l'amphi. Par exemple, on veut un amphi qui a une certaine largeur. Ça, c'est la fonction de l'amphi parce qu'on veut que l'amphi puisse abriter un certain nombre d'étudiants. Et donc, il y a certaines dimensions qui sont imposées. Par exemple, la largeur de l'amphi, sa longueur, sa hauteur, puisqu'il faut avoir un minimum de volume pour que ça soit viable, pour que ça soit plus confortable. Donc certaines dimensions sont imposées, mais il y a d'autres dimensions qu'il va falloir calculer et déterminer. Par exemple, regardez ici, il y a une poutre en haut. La longueur de la poutre, elle est imposée parce qu'on veut avoir une poutre où il n'y a pas de poteau au milieu. Pourquoi? Parce que de point de vue fonctionnement, ça ne va pas être correct de mettre un poteau au milieu. Donc la poutre, elle doit traverser de bout en bout l'amphi. Donc c'est une dimension qui est imposée. Mais il y a d'autres dimensions qu'il va falloir déterminer pour que la poutre puisse résister et supporter les charges qui lui sont imposées. Ces dimensions, ça va être sa largeur, vous voyez, la largeur de la poutre et la hauteur. La largeur de la poutre et la hauteur, ce ne sont pas des dimensions que l'on fixe comme ça au hasard. Ce sont des dimensions que l'on va calculer et ces dimensions vont permettre à la poutre de résister et de remplir sa fonction sans problème. Nous, on va rester ici parce qu'ensemble, on va faire un cours de résistance des matériaux. Et les objectifs principaux de ce cours, c'est de pouvoir dimensionner, calculer les dimensions de structure, de poutres en l'occurrence, pour permettre à ces poutres de travailler en toute sécurité et pour qu'elles puissent résister aux charges auxquelles elles sont soumises.
Voilà, donc ça c'est pour situer le cours qu'on va faire après. Mais parmi les activités d'un ingénieur ou des personnes qui travaillent en génie civil, c'est l'élaboration du projet technique détaillé. Il faut savoir que pour construire en général, il faut toute une préparation, il faut un avant-projet, il faut préparer tout le projet, il faut préparer la logistique, il faut préparer tout ce qui va nous aider ou nous servir pour construire notre ouvrage. Et donc tout ça nécessite une préparation. Et donc c'est ce qu'on appelle l'élaboration du projet technique détaillé. Il faut tout calculer, tout prévoir et tout installer à l'avance avant de commencer à construire. La dernière phase, ça c'est la phase d'exécution. Ça fait partie des travaux du génie civil. C'est la réalisation, l'exécution de ce qu'on avait prévu au départ. Donc une phase de conception, de définition, de dimensionnement, ça c'est les plans, le livrable ici ce sont les plans détaillés, puis l'élaboration du projet technique, on regarde comment ça va être exécuté notre projet, les plannings, prévoir toute la logistique avant, et puis après la phase de réalisation et d'exécution. Tout ça, ils font partie du métier du génie civil. Et dans cette licence, la licence génie civil, on a fait attention pour que vous ayez ce qu'il faut dans les différentes parties. Donc vous avez des matières ces différents, qui vous permettront d'exercer ces différentes activités de manière correcte. Donc il y a des cours que vous allez avoir et qui touchent tout ce qui est conception, définition, dimensionnement. Vous avez des cours qui touchent à tout ce qui est élaboration technique des projets et vous avez des cours qui vous permettront l'exécution de ce que vous avez prévu au départ. Voilà un petit peu, si vous regardez ça, en gros, ce que vous allez apprendre dans cette licence génie civil. Voilà, alors maintenant, on va un petit peu, ça c'était une introduction générale pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on va aller un petit peu, on va particulariser. Alors, on est là, on est dans la phase de conception et de définition des ouvrages, d'accord ? Et parmi les choses qui nous intéressent, c'est le dimensionnement, c'est-à-dire donner des dimensions à des structures pour qu'elles puissent résister au chargement auquel elles sont soumises. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc tout d'abord, le cours qu'on va faire ensemble, c'est un cours de résistance des matériaux. C'est le cours de résistance des matériaux. Avant de vous expliquer ce que c'est que la résistance des matériaux, j'aimerais bien vous donner une idée sur un domaine beaucoup plus large. C'est-à-dire, on va généraliser un petit peu, on va se mettre dans le cas général et on va voir après que la résistance des matériaux, c'est un cas particulier de ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, la résistance des matériaux, elle fait partie d'un domaine plus large qui s'appelle le calcul des structures. Donc le domaine le plus large, c'est le domaine du calcul des structures en général. Un cas particulier du domaine de calcul des structures, c'est la résistance des matériaux. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le calcul des structures. Et après, vous allez voir qu'on va adopter certaines hypothèses, et en adoptant ces hypothèses, on va tomber dans le cas de la résistance des matériaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le calcul des structures ? Pour savoir ce que c'est que le calcul des structures, d'abord, il faut expliquer ce que c'est qu'une structure.
Et après, on va voir qu'est-ce qu'on sous-entend par calcul. Calcul des structures, qu'est-ce qu'on calcule exactement. Qu'est-ce que c'est qu'une structure en général? Une structure, c'est un ensemble d'éléments. Quand on parle de structure, ça veut dire qu'on a des éléments, et ces éléments sont agencés, sont assemblés, et quand ils sont assemblés, ils vont construire ou réaliser ce qu'on appelle une structure. Le mot structure n'est pas réservé uniquement au domaine du... Ça, parce que ça, on aurait normalement appelé ça calcul des structures mécaniques. Une structure en général, par exemple, je peux dire que la FST, c'est une structure. Une structure, pourquoi? Parce qu'il y a différents éléments dans la fac, et ces éléments sont hiérarchisés, il y a des relations entre ces éléments, et donc la faculté des sciences et techniques est une structure. Ici, on parle de structure, ça veut dire que c'est un ensemble d'éléments, mais d'éléments concrets. Ce sont des objets, et ces objets sont en relation les uns avec les autres, et qui permettent de réaliser une certaine fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure? Une structure, ça peut être, c'est un objet, je le représente comme ça, sans forme. C'est un objet où qui est constitué par de la matière. Et cette matière, elle a des propriétés, etc. Donc un objet comme ça, c'est une structure. Ça peut être un ensemble d'objets qui sont en relation, en liaison les uns avec les autres. On appelle ça une structure. Parce que, contrairement à ce que l'on peut croire, les structures, ça n'existe pas qu'en génie civil. Par exemple, je peux considérer que ce pointeur, c'est une structure, parce qu'il a une carcasse, différents éléments, ces éléments sont en liaison les uns avec les autres. Votre montre, c'est une structure, vos lunettes, c'est une structure, un bâtiment, c'est une structure. Donc, structure, c'est une appellation de tout système où il y a beaucoup d'éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Mais dans le domaine du génie civil, ça va être tout simplement un objet plus ou moins volumineux, plus ou moins grand, et cet objet, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet objet? Tout simplement, il va pouvoir supporter des charges. Il va recevoir des charges et il doit pouvoir les supporter. Or, cet objet, pour qu'il puisse supporter ces charges, il faut que quelque part, il faut qu'il soit fixé sur quelque chose. Parce que regardez, si je prends cet objet, que j'applique des forces un petit peu partout, vous comprenez très bien qu'il ne peut pas les supporter. Donc, quelque part, il doit être appuyé. Je vais schématiser l'appui comme ça. Donc, il est appuyé quelque part. Ça peut être un appui de ce genre. Ça peut être un appui ponctuel. On va parler de tout ça. C'est un petit appui ponctuel. La surface, elle est très petite. C'est un objet constitué d'un matériau, d'une matière, qui reçoit des chargements, force F1, force F2, F3, et qui est fixé quelque part. Et ce qu'on demande à cet objet-là, bien sûr, c'est de résister à ces efforts. Alors, qu'est-ce que ça va être une structure pour nous? Ça va être ce solide-là. Maintenant, si l'on regarde un petit peu dans le domaine du génie civil, quand on va construire des objets, des ouvrages, des bâtiments, les formes qu'on va utiliser, ça ne va pas être des formes quelconques. Parce que si je prends par exemple le bâtiment dans lequel on se trouve, vous voyez bien que tous les éléments qui constituent ce bâtiment, ils ont une géométrie qui est propre, une géométrie qui est simple, facile, pas comme ce que j'ai dessiné ici. Par exemple, la poutre, elle a une forme rectangulaire, donc c'est un objet parallélépipédique, c'est un parallélépipède qui a une très grande longueur, avec une section, etc. On parlera de ça tout à l'heure. Si je prends par exemple le mur que vous avez ici, ce mur devant nous, vous voyez qu'il a une forme
rectangulaires avec une certaine épaisseur. La même chose, tous les éléments de l'amphi, ils ont des formes géométriques qui sont relativement simples. Voilà, alors les structures que l'on trouve dans le domaine du génie civil, ils vont être des structures qui ont des formes géométriques relativement simples. Mais avant de parler de ces structures, je veux tout simplement parler de l'objet lui-même, la structure et sa constitution physique. La structure, elle est constituée d'un matériau. Elle est constituée d'un matériau. Et ce matériau, il a certaines propriétés qui nous intéressent. Ce sont des propriétés mécaniques. On parlera de ça juste après. Et ce matériau, donc, il a des propriétés, j'appellerai ça des propriétés physiques en général. Ce sont des propriétés physiques dont certaines de ces propriétés vont nous intéresser après pour faire notre calcul. C'est pour cela que le calcul des structures fait partie d'un domaine beaucoup plus large qu'on appelle la mécanique. Là, je suis en train de vous montrer l'objectif de ce que je suis en train de faire, c'est de vous situer où se trouve le domaine de la résistance des matériaux. C'est ça l'objectif. Donc on va remonter un petit peu plus loin, puisque nous sommes en train d'étudier un milieu ou un objet qui est constitué d'un certain matériau et que ce matériau il a certaines propriétés physiques. Alors si je veux schématiser le domaine dans lequel se trouve mon étude, il y a un domaine qu'on appelle la mécanique des milieux continus. Alors qu'est-ce que c'est que la mécanique des milieux continus? Tout simplement, on considère un milieu quelconque. Ça peut être la table, ça peut être la poutre en haut, ça peut être n'importe quel milieu qui est défini par des frontières, un volume géométrique. Ce milieu-là, il est constitué par de la matière ou un matériau. Ce matériau, on peut le considérer comme un milieu continu. Pourquoi on parle de milieu continu? Parce que en réalité, si vous prenez de la matière en général, si vous regardez ça à une échelle très grande, vous allez constater que c'est de la matière qui est continue. Par exemple, la table, à l'échelle à laquelle je la vois, elle est constituée d'un matériau, et ce matériau, pour moi, il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de discontinuité. Par exemple, le mur, à l'échelle où je le vois, c'est un seul élément. Il n'y a pas de discontinuité à l'intérieur. On appelle ça des milieux continus. Maintenant, si je prends le microscope et je regarde un petit peu en détail, qu'est-ce que je vais trouver? Si je pousse très loin, c'est de la matière qui est constituée par des cristaux. Les cristaux, ça veut dire qu'il y a des atomes qui sont reliés d'une certaine façon. Entre les atomes, il y a des discontinuités, parce que entre les atomes, il y a du vide. Si je prends maintenant l'atome lui-même, il y a un noyau, il y a des électrons qui tournent, c'est discontinu. Donc en réalité, si je vais à une échelle très petite, tous les objets que vous voyez là sont des objets qui sont discontinus. Et quand vous avez de la matière à cette échelle qui est discontinue, pour étudier comment elle se comporte, ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va changer d'échelle, et on va se mettre à une échelle beaucoup plus grande, de telle sorte qu'on n'est pas dans une échelle atomique ou moléculaire, on est dans une échelle beaucoup plus grande, qui va nous permettre de voir que le milieu, il est continu.
Je vous donne un exemple. Si vous prenez de l'eau, à notre échelle, regardez la bouteille, à notre échelle, l'eau, elle est continue. Le milieu, il est continu. Mais si on regarde beaucoup plus en détail, si je change d'échelle, on comprend très bien que l'eau, elle est discontinue. Mais si je veux faire une étude à cette échelle-là, il faut utiliser d'autres théories, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'eau, mais à une échelle beaucoup plus grande, et on va considérer que l'eau, elle est continue. Et tout ce qu'on va voir après, vous allez voir, qu'on va travailler avec du béton armé. Le béton, c'est des grains, et entre les grains, il va y avoir du vide. Mais si je fais une étude à cette échelle, ça va être beaucoup plus compliqué, et les résultats que je vais obtenir, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin dans mon étude. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder une échelle beaucoup plus importante, et on va considérer que le milieu qu'on est en train d'étudier est un milieu continu. Donc, milieu continu, ça veut dire que je regarde la matière, mais avec une échelle beaucoup plus grande. Il existe une mécanique qui s'intéresse à ce genre de milieu. Qu'est-ce que ça veut dire une mécanique qui s'intéresse à ce genre de milieu? Ça veut dire que c'est une science qui s'intéresse au déplacement des différentes parties de ces milieux, à leur déformation, comment ils se déforment, aux efforts internes à l'intérieur de ces milieux, à la diffusion de la température dans ces milieux. Quand on est en train d'étudier ce genre de phénomène, on est en train de faire de la mécanique des milieux continus. Donc, dans la mécanique des milieux continus, il va y avoir deux grandes branches. Il va y avoir la mécanique des milieux, mais ce sont des milieux fluides. Fluide, ça veut dire des gaz et des liquides. Donc il y a une partie de la mécanique des milieux continus qui va s'intéresser à l'étude de tout ce qui est gaz et fluide. On appelle ça la mécanique des fluides. Et dans la mécanique des fluides, on va pouvoir élaborer toute la théorie, les modèles qui vont décrire comment se comportent les fluides. Et là, c'est tout ce qui est hydraulique, et ça fait partie du génie civil, tout ce qui est assainissement, l'écoulement dans les conduites, etc. Tout ce qui est pompe, tout ce qui est barrage, tout ce qui est réservoir. On va étudier le comportement de ces fluides en utilisant le domaine de la mécanique des fluides. Et puis, bien sûr, il va y avoir une autre partie qui est la mécanique des solides. La mécanique des solides. Alors, qu'est-ce que c'est que la mécanique des solides? Donc, par opposition à la mécanique des fluides, elle va s'intéresser au milieu que l'on peut qualifier de solide. Alors, quand on est dans cette partie de la mécanique, il y a deux façons pour étudier les objets solides dans le domaine de la mécanique des solides. Si ces objets, je peux considérer que ces objets ne se déforment pas beaucoup. Ils ne se déforment pas beaucoup. De toute façon, les déformations qu'ils vont subir n'influencent pas ce que je suis en train d'étudier dans ces objets-là. Et du coup, je peux considérer que ces solides ne se déforment pas. Par exemple, si je veux étudier le déplacement de la table, je vais tirer la table, regardez, je la déplace. Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai fait, c'est le déplacement de la table. Comment elle s'est déplacée, à quelle vitesse, quelle distance. Donc je m'intéresse au déplacement. Mais en exerçant la force
sur la table, qu'est-ce qui s'est passé pour la table? Il y a certaines parties de la table qui se sont déformées. Mais ces déformations des parties de la table, comparées au déplacement que j'ai provoqué, ils sont très petites. Donc qu'est-ce que je vais dire? En étudiant le déplacement de la table, je ne vais pas considérer les déformations de la table parce qu'elles sont petites, et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas parce que moi je m'intéresse au déplacement de la table. Alors qu'est-ce que je vais faire pour simplifier mon étude? Je vais considérer que la table c'est un solide qui ne se déforme pas. Il est indéformable. Ce qui n'est pas vrai, hein. Si je regarde, si je veux être plus précis, quand j'ai exercé la force sur la table, certains éléments de la table se sont déformés. Et c'est pour cela qu'on va séparer la mécanique des solides en deux parties. La partie de la mécanique des solides indéformables. Indéformables, mais ce n'est pas vrai. Hein. Je considère qu'ils sont indéformables vis-à-vis de l'étude que je veux réaliser, vis-à-vis de ce que je suis en train de chercher. Mais dans la réalité, ils se déforment. Donc il y a la mécanique des solides indéformables et bien sûr la mécanique des solides déformables. Ce sont des solides que l'on va considérer déformables, et quand on s'intéresse à l'étude de ces déformations, on appelle ça tout simplement la mécanique des structures. Hein. Ou on peut l'appeler, pour être plus précis, plus technique, on appelle ça le calcul des structures. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans le domaine de la mécanique des milieux continus, on s'intéresse à la mécanique des solides, et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les solides déformables, et puisqu'on s'intéresse essentiellement à l'étude de ces déformations, donc on fait du calcul ou de la mécanique ou du calcul des structures. C'est pour cela que quand on va étudier le calcul des structures, quand on va faire ça, la résistance des matériaux, parce que je ne suis pas encore arrivé à la résistance des matériaux. On va partir à partir de là pour situer exactement où se trouve le domaine de la résistance des matériaux. Alors, pour la mécanique des structures, on est dans le domaine de la mécanique des solides, donc il faut comprendre comment se comportent les solides déformables. Et pour comprendre ça, il faut avoir des notions de mécanique des milieux continus. Et donc, ce qu'on va faire après, ensemble, c'est du calcul des structures, où l'on va utiliser certaines notions de la mécanique des milieux continus. Donc, vous ne l'avez pas étudié pour la plupart d'entre vous, mais ça va se faire en même temps. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de notions qu'on va voir et qui font partie de la mécanique des milieux continus, la mécanique des solides déformables. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors vous voyez bien qu'on est là. Je dois pouvoir effacer pour compléter le schéma. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un mouchoir pour... Merci. Alors, on est là,
vous continuez toujours votre schéma. Je vais effacer et reprendre ça ici. Le calcul des structures. Dans le domaine du calcul des structures, donc le calcul des structures, c'est tout un domaine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on calcule des structures, on s'intéresse à des milieux, maintenant je peux parler de milieux, à des milieux continus de ce genre, qui sont constitués par un matériau. Tout d'abord, pour le matériau, on va voir que les matériaux, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un matériau? Parce que vous voyez bien que dans le domaine du calcul des structures, on n'utilise pas la notion de matière. Ce n'est pas la matière qui nous intéresse, c'est le matériau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le matériau? C'est un mélange. Non, qu'est-ce que c'est qu'un matériau? Le matériau. Qui est-ce qui parle? S'il vous plaît, je ne vois pas. Oui, vas-y. C'est pas chimique. Non, pas chimique, mais regardez, le matériau, ça peut être du béton armé, ça peut être de l'acier, ça peut être de la matière organique, etc. On appelle ça matériau. Mais attention, il ne faut pas confondre matière et matériau. La matière, c'est la matière qui est caractérisée par sa constitution chimique, ça c'est la matière. Quand est-ce qu'on parle de matériaux? On parle de matériaux quand ce qui nous intéresse dans cette matière, ce sont ses propriétés mécaniques ou thermiques ou autres. Par exemple, parce que cette notion de matériaux, elle est difficile à cerner. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si je vous demande par exemple, quelle est la matière qui constitue cette table? Quel est le matériau qui constitue cette table? C'est du bois. D'accord? Quel est le matériau qui constitue le mur par exemple? Ou la poutre? La poutre, c'est du béton armé. D'accord? Mais c'est du béton armé. Si je regarde maintenant, si je fais un zoom, si je prends une partie de la poutre et je fais un zoom et je regarde, de quoi est constitué le béton? C'est du sable, du ciment, des adjuvants, etc. Et bien sûr, puisque c'est du béton armé, il y a des barres d'acier. L'ensemble, c'est le matériau, c'est béton armé. Mais regardez, si je veux maintenant étudier les propriétés de ce béton armé, ça va être les propriétés du sable qui le constitue, du ciment, de l'acier ou de quel matériau? De la matière. Est-ce que vous avez senti le problème ici? C'est que je parle d'un matériau qui est le béton armé, mais attention, si je change l'échelle, ce matériau va changer, parce que si je regarde très fin, je peux tomber sur un grain de sable. Dans le grain de sable, il y a d'autres constituants, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement global du matériau. Je ne m'intéresse pas au comportement de chaque élément qui constitue le matériau. Les éléments qui constituent le matériau, ça va être de la matière. Mais quand je regarde globalement, ça va être le matériau. Donc quand on parle de matériau, on parle surtout
surtout du comportement de la matière. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour cela qu'on ne parle pas de matière, on parle de matériaux. C'est ça la différence entre matière. Matière, elle est caractérisée par une constitution chimique. Le matériau, c'est un ensemble d'éléments. Ce qui m'intéresse dans tout ça, ce n'est pas la matière qui constitue, mais le comportement global de ce mélange de matière. Et c'est pour cela qu'on parle, dans le calcul des structures, on parle de matériaux. Alors pourquoi j'ai parlé ici de matériaux? Parce que les matériaux, ils ont des comportements. Ils ont une façon de se comporter quand on va les charger. Les comportements les plus importants, c'est le comportement élastique. Le comportement élastique, je vais noter ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement élastique? On va voir ça en détail. Je l'évoque ici, c'est juste pour vous montrer les différents domaines qui se trouvent dans le domaine du calcul des structures. On va répartir tout ça pour arriver à, toujours, notre objectif, c'est de définir, de situer la résistance des matériaux, où est-ce qu'elle se trouve. Mais il faut savoir que, en gros, parce que ça on va le voir en détail dans le cours, en gros, les matériaux, quand vous les chargez, quand vous mettez des charges dessus, ils vont manifester en gros deux types de comportements. Quand vous appuyez, quand vous exercez des charges sur ces matériaux, ils vont se déformer. Puisque là on est dans le cas de corps déformables. Ils vont se déformer. Si, quand je supprime les charges, l'objet retrouve ses formes initiales, c'est comme si on n'a pas exercé de charge sur cet objet, on dit que cet objet il a un comportement élastique. C'est un petit peu comme le ressort ou l'élastique. Quand vous tirez un élastique, quand vous tirez sur un ressort, si vous ne dépassez pas une certaine valeur de déplacement, quand vous lâchez, il va retrouver son état initial. Et on appelle ça un comportement élastique. Et quand on étudie rien que ce type de comportement, on parle du domaine de l'élasticité. L'élasticité, c'est le domaine du calcul des structures qui s'intéresse rien qu'à l'étude des objets dans le domaine élastique. On s'intéresse uniquement au comportement élastique des objets, des matériaux. Donc on va avoir un comportement élastique, ça s'appelle l'élasticité. Et bien sûr, il va y avoir un autre domaine, c'est quand vous appuyez trop, quand vous déformez beaucoup un solide, il va passer du comportement élastique à un comportement où, même si je supprime les charges, l'objet ne retrouve pas sa forme et ses dimensions initiales. On va dire que le solide, il s'est plastifié. On est dans le domaine de la plasticité. Dans le domaine du génie civil, on fait des calculs, on peut faire des calculs dans le domaine de plasticité, mais ça ne fera pas l'objet de ce qu'on est en train de faire. Dans la plasticité, je vous cite uniquement, mais ce n'est pas notre objectif, juste pour ceux qui veulent avoir des informations, il y a le domaine de la rupture, c'est tout un domaine. Il y a le domaine de ce qu'on appelle l'analyse limite. Il y a le domaine de l'adaptation plastique, adaptation plastique, et d'autres types d'études. Ça, on le fait
On fait ça dans d'autres domaines, on fait ça dans le domaine de la mécanique, on fait ça dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale. On rentre dans ces domaines, qui est le domaine de l'élasticité, et on fait des calculs dans ce domaine dans l'objectif de construire beaucoup plus léger, parce qu'il y a certaines propriétés des matériaux, dans le domaine de la plasticité, qui sont des propriétés qui sont intéressantes. Dans le domaine du génie civil, généralement, on reste dans le cadre de l'élasticité. On reste dans le domaine du cadre de l'élasticité. Et dans l'élasticité, il va y avoir deux types de comportements élastiques pour les matériaux. Ces comportements élastiques, plastiques, etc., je vais les expliquer après. Quand on va rentrer dans les détails, si on a le temps aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui même. Mais sinon, c'est les premiers cours qu'on va commencer, parce que ça c'est un cours pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire. Les détails, on va commencer à détailler à partir de la semaine prochaine. Donc si on a encore du temps, je vais vous parler des différents types de comportements élastiques, des comportements plastiques, et qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, tirer de ces différents comportements pour construire plus léger et plus performant. Donc, dans l'élasticité, il y a l'élasticité linéaire et l'élasticité non linéaire. Élasticité non linéaire. Quand on parle de l'élasticité linéaire, on est en petit déplacement et petite déformation. Ça veut dire que dans le domaine de l'élasticité, on va distinguer deux grandes parties. Quand on n'a que de petites déformations et des petits déplacements que va subir notre structure, on reste dans ce qu'on appelle le domaine linéaire. Et quand on va un petit peu plus loin, où les déformations et les déplacements vont être relativement importants, mais on reste toujours dans le domaine élastique, là on rentre dans une phase non linéaire. Alors le chemin que nous, on est en train de suivre, c'est celui-là. On est dans l'élasticité linéaire. Résistance des matériaux, on est dans cette branche. On ne va pas aller dans la branche élasticité non linéaire. Alors, vous voyez que le calcul des structures, on l'a divisé en sous-domaines, et ces sous-domaines, ils sont là parce qu'on a considéré le comportement du matériau. Donc on est là parce qu'on va étudier un comportement particulier du matériau, qui est le comportement élastique en petit déplacement et petite déformation. On appelle ça, on est dans le domaine de l'élasticité linéaire. Donc on est là. Il y a autre chose à considérer pour classifier le calcul des structures, c'est la géométrie du solide lui-même. Parce que si vous regardez tous les ouvrages, les bâtiments que vous voyez par exemple ici, vous allez voir que les différents éléments qui constituent l'ouvrage, le bâtiment,
elles ont des géométries différentes. Par exemple, vous avez, pour cet amphithéâtre, vous avez la poutre, regardez la forme qu'elle a. Donc c'est un objet qui a une longueur très importante, qui a une largeur et une hauteur moins importante que la longueur. Vous avez par exemple le mur. Le mur, il a une hauteur et une largeur beaucoup plus importante que l'épaisseur. Et quand on va regarder de près les différentes géométries, ça va nous permettre encore, dans le domaine de l'élasticité, je vais effacer pour continuer. Donc on est là, on va continuer dans cette branche. Élasticité linéaire. D'accord? Donc je vais effacer, on est là, on continue sur cette branche-là. Petit déplacement, petite déformation. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a classé ces domaines par rapport au comportement du matériau. Maintenant on va classer par rapport à la géométrie. Donc, par rapport à la géométrie, il va y avoir généralement les objets qu'on utilise, les corps qu'on utilise pour construire. Alors, ils ont bien sûr, comme tout objet dans l'univers, ils ont 3 dimensions. Donc ce sont des objets 3 dimensions. Ils ont une hauteur, une largeur et une longueur, comme tous les objets. Sauf que les objets qu'on va utiliser, les solides que l'on va utiliser, des fois, on peut constater qu'ils ont une géométrie particulière. Par exemple, ils ont une dimension qui est beaucoup plus importante que les 2 autres. Alors, je pense que j'ai un schéma ici. Voyez. Regardez ici, nous avons des objets, des poutres, comme celle que vous avez ici, en haut, qui a une dimension beaucoup plus importante que les 2 autres. Ces solides, on les appelle tout simplement des poutres. On peut s'intéresser. Là, c'est une classification par géométrie. Géométrie. Et là, soit qu'on est en train d'étudier des poutres. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre? Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques de la poutre qu'on va voir en détail, mais rien qu'en regardant comme ça, la poutre, c'est un objet qui a une dimension qu'on appelle la longueur beaucoup plus importante que les autres dimensions. Quand vous avez des objets comme ça, on les appelle des poutres. Si on a 2 dimensions qui sont plus importantes que les autres, comment on appelle ça? On va appeler ça des plaques. Des plaques. Alors les plaques, c'est une dalle, c'est un plancher, c'est un mur par exemple. Ça, je peux considérer que c'est une plaque. Elle a 2 dimensions, hauteur et largeur, beaucoup plus importantes que son épaisseur. Et puis vous avez la caractéristique des plaques, c'est qu'ils ont 2 dimensions plus importantes que la 3e, mais ils ont une autre caractéristique supplémentaire, c'est qu'ils sont planes. C'est-à-dire que la plaque, ici, la dalle ou la table, la surface moyenne qui se trouve à l'intérieur, elle forme un plan. C'est une surface plane. Il existe d'autres types de... Je vais vous montrer. Alors, les plaques, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une plaque
Ça c'est une dalle hein, rectangulaire. Ça c'est une plaque circulaire. Mais vous voyez que la surface moyenne, la surface qui se trouve à l'intérieur, c'est une surface qui est plane. Il existe un autre type de structure, une autre forme. On a toujours une petite épaisseur par rapport aux autres dimensions, mais la surface moyenne ne tient pas dans un plan, elle est courbée. Donc ça, ce n'est plus une plaque, parce que la surface moyenne n'est pas plane, mais elle a toujours une petite épaisseur. On appelle ça une coque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coque? C'est une structure qui est constituée d'une plaque, si vous voulez, au départ, elle est plane, mais qu'on a courbée. Quand on a courbé, la surface plane ne constitue plus un plan, et on appelle ça une coque. Par exemple, vous avez des coques de bateau, la coque de la voiture, c'est la carrosserie. Le terme dans l'industrie automobile, c'est carrosserie, mais dans le domaine du calcul des structures, ça va être une coque. Donc ça, ce sont les coques. Et il existe des corps que l'on utilise aussi, que l'on calcule dans le domaine du calcul des structures, mais qui n'ont pas une dimension plus grande que les trois dimensions. Ils sont du même ordre de grandeur. On appelle ça tout simplement des corps 3 dimensions. Ils ont le même ordre de grandeur dans les différentes directions. On appelle ça tout simplement un corps à 3D, 3 dimensions. C'est un corps, c'est un solide 3 dimensions. Pardon ? Un exemple d'objet 3 dimensions ? Par exemple, l'objet que je tiens à la main, il a une... Je sais pas, j'ai pas de brosse ici, la brosse par exemple. C'est le même ordre de grandeur. J'ai une longueur, une largeur et une hauteur qui sont relativement du même ordre de grandeur. Les semelles par exemple. Voilà, des semelles en bas, au sol, donc ils ont pratiquement les mêmes dimensions partout. C'est un corps, ce n'est pas une poutre, ce n'est pas une plaque, ce n'est pas une coque, c'est un corps 3 dimensions. C'est un corps plein qui a des dimensions qui sont pratiquement du même ordre de grandeur. Alors pour toutes ces formes géométriques que l'on utilise habituellement, il y a des théories qui permettent de faire du calcul dans le cas des poutres, des plaques et des coques. Donc, quand on est en train de faire ça, c'est la théorie, on est dans la théorie des poutres, la théorie des plaques et la théorie des coques. Quand on est dans la théorie des poutres, et bien là, on est en train de faire de la résistance des matériaux. Qu'on note généralement RDM. Théorie des poutres, il y a certaines variantes. Il y a la théorie de Bernoulli, la théorie de Timoshenko, etc. Donc certaines variantes, on va utiliser celles que l'on utilise fréquemment. Oui. Concernant la 3D, non, en 3D on fait pas de résistance des matériaux. C'est de l'élasticité. On peut faire du calcul
élastique en 3D, mais on n'appelle pas ça résistance des matériaux. C'est la théorie, il faut remonter pour travailler dans le cadre de l'élasticité linéaire. Linéaire ou non linéaire, ça dépend de ce que vous voulez. Mais la résistance des matériaux, elle est là. Donc, si je veux récapituler pour définir ce que c'est que la résistance des matériaux, c'est le domaine de calcul qui permet de dimensionner dans le domaine élastique linéaire des poutres. La résistance des matériaux, c'est le domaine de dimensionnement dans le domaine de l'élasticité, on reste toujours dans le domaine de l'élasticité linéaire, des objets qu'on peut qualifier de poutres. Voilà ce qu'on va faire. Alors vous allez me dire, mais c'est très très limité, c'est très peu. Est-ce que c'est vrai? Regardez, quand on a fait cette arborescence, on est vraiment sur une toute petite branche. On a l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment très très peu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que, d'après l'arborescence que je viens de vous présenter, d'après l'organigramme que je viens de vous présenter, vous avez vu, parce que moi je l'ai effacé, je ne vois pas tout, mais pour ceux qui ont pris ça, je peux voir, parce que je ne sais pas ce que ça fait, je peux regarder. Voilà, donc vous voyez que vraiment on est dans une arborescence où on est dans un petit coin qui est très limité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'étudier ça? Il faut voir le pourcentage par rapport au domaine du génie civil. Mais voilà, la réponse elle est là. Ce qu'on est en train de faire, la plupart des structures que l'on trouve en génie civil, je dis la plupart, pas toutes, on est dans ce domaine-là. Par exemple, si vous prenez cet amphi, l'ossature, les grosses œuvres, ce sont des poteaux et des poutres, hein, et on est dans la théorie de la résistance des matériaux. Si vous regardez toutes les constructions habituelles, donc vous passez en ville, vous allez trouver que ce sont des constructions d'immeubles, et ces immeubles sont constitués de poutres tout simplement. Ce sont des objets très longs qui ont une longueur plus importante que les autres dimensions. Et donc ce sont des poutres. La plupart des constructions sont à base de poutres. C'est pour cela que le domaine de la résistance des matériaux, c'est un domaine, bien que très spécifique, avec des hypothèses beaucoup plus restrictives, on va les voir après. Avec ces hypothèses, on couvre une grande partie de ce qu'on fait en génie civil. Voilà, donc on a situé ce domaine, le domaine de la résistance des matériaux. On s'intéresse à l'étude élastique des poutres. Alors maintenant, revenons au cas des poutres, et dans ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer pourquoi les poutres forment poutres ou agencement de poutres. Agencement de poutres, c'est-à-dire quand on va mettre des poutres les unes avec les autres, ils couvrent la plupart de ce que l'on construit dans le domaine du génie civil. Alors, retournons au cas des poutres. Voilà, là vous avez des poutres. Et il y a aussi une autre chose, une autre classification dans le domaine du génie civil. On peut faire du calcul de résistance des matériaux dans le domaine du béton armé, c'est-à-dire là, la nature du matériau lui-même, on définit, on spécifie le matériau.
quand on fait ce genre de calcul avec du béton armé, le jargon qu'on utilise ici, c'est le calcul béton armé. Le calcul du béton armé, c'est le calcul de résistance des matériaux appliqué au matériau qui est le béton armé. Là, on est encore, c'est une spécificité, on est en train d'aller encore vers des cas particuliers. On peut aller vers un autre cas qui est le cas des ossatures métalliques. Et là, on est en construction métallique. C'est les charpentes métalliques. Donc, c'est les mêmes principes qu'en béton armé. C'est toujours de la résistance des matériaux, les principes et les résultats de la résistance des matériaux, appliqués à des poutres ou un agencement de poutres qui sont en acier. On appelle ça la construction métallique ou la charpente métallique. C'est pour cela que vous pouvez, c'est les mêmes principes, vous pouvez les appliquer au béton armé et vous pouvez vous spécialiser dans le calcul béton armé. Vous pouvez appliquer les mêmes calculs, les normes de calcul, les méthodes de calcul aux poutres qui sont en acier avec leur agencement, c'est des portiques, des treillis, etc. On va voir ça, je vais vous présenter maintenant les différents agencements que l'on peut avoir avec ce genre de structure. Et là, vous êtes en train de faire de la construction métallique. Bien, alors, on peut faire aussi de la construction avec le bois, mais le bois chez nous au Maroc, on n'utilise pas pour construire. Donc c'est un matériau qui est très utilisé en Europe et dans les pays occidentaux. Là, vous avez une poutre en béton armé, donc c'est du béton avec des armatures en acier, on appelle ça le béton armé. Et là, vous avez des poutres métalliques avec différents profils et que l'on utilise pour construire plus léger et les poutres dans le calcul des structures, on peut les trouver sous une forme isolée, c'est-à-dire vous avez une poutre ou un poteau, vous pouvez faire le calcul pour cette poutre isolée ou un poteau isolé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en construction, on va faire un assemblage de ces poutres, un agencement de ces poutres qui va permettre de construire beaucoup plus, de manière beaucoup plus judicieuse et beaucoup plus ingénieuse. Alors parmi les types d'agencement que l'on trouve, ce sont les treillis. Alors qu'est-ce que c'est que les treillis ? C'est pour cela que le domaine de la résistance des matériaux il est important. Donc vous voyez qu'on peut prendre des poutres, on va les mettre les unes avec les autres et ça permet de retrouver d'autres types de structures beaucoup plus importantes. Par exemple avec ça, avec des treillis, ce sont des structures que l'on peut utiliser pour construire des ponts par exemple. Donc vous voyez que un pont, on peut le construire parmi les méthodes qu'on utilise. On va mettre des poutres les unes avec les autres et ça nous permettra de construire un pont. Et le calcul en définitif, ça va revenir à calculer quoi ? Ça va revenir à calculer la résistance de chacune des poutrelles qui constituent la structure. Et on tombe dans le cadre du calcul de résistance des matériaux. Donc vous voyez que la structure, c'est un pont, alors que le calcul qu'on va faire après, c'est le calcul de résistance de chacune des poutrelles qui constituent le pont. Et on revient dans le cadre de la résistance des matériaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un treillis ? Un treillis, c'est quand on va mettre deux poutres ensemble. Donc je vais mettre une poutre dans ce sens et une autre poutre dans ce sens. Sauf que la liaison entre ces deux poutres, ça va être une liaison pivot. Vous savez ce que c'est qu'une liaison pivot ? Une liaison pivot, c'est une liaison qui va permettre à une poutre de tourner par rapport à l'autre. On appelle ça
une liaison pivot. C'est une articulation. C'est une articulation sous forme de rotation. Donc quand vous prenez plusieurs poutres et que vous mettez entre elles des articulations, il faut faire attention que le système tout entier que vous allez construire ne soit pas un système articulé. Il y a des façons d'agencer, d'assembler, de mettre ensemble ces poutres, telles que l'ensemble de ces poutres ne constitue pas un mécanisme. Mécanisme, ça veut dire quelque chose qui bouge. Ça va constituer quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, qui ne forme pas un mécanisme. Par exemple, la structure que vous avez là. Si vous prenez des poutres, des petites poutrelles, tout ça ce sont des petites poutres que vous assemblez avec des articulations, mais si vous les mettez sous cette forme, l'ensemble ne va pas pouvoir bouger. L'ensemble ne pourra pas bouger, ça ne constitue pas un mécanisme, et donc je peux l'utiliser comme une structure qui va supporter des charges. Par exemple, si je mets 3 poutres comme ça, avec des articulations, est-ce que ça peut supporter des charges? Vous voyez bien que si j'applique une charge dans ce sens, ça va pouvoir tourner ici, donc il va y avoir une rotation autour de ce point. Ça veut dire que ce point-là va se trouver quelque part ici. La même chose, ce point-là, il va tourner autour de ce centre de rotation, il va faire un cercle comme ça. Et pour retrouver la position finale que je vais avoir, puisque cette poutre ne change pas de dimension, donc je vais prendre ça avec un compas, si vous voulez, je mesure, je vais placer ça ici. Ça veut dire que mon système, il est susceptible de se déplacer de cette façon. Si je garde ça comme ça, je ne peux pas l'utiliser pour construire un bâtiment, par exemple, parce que ça forme un mécanisme, parce que les liaisons entre les différentes poutres sont des liaisons pivots, ce sont des articulations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit stable? Tout simplement, il faut choisir. Par exemple, je vais mettre une poutre entre les deux, comme ça. Je peux mettre une autre pour renforcer, mais ça c'est déjà suffisant pour bloquer l'ensemble, pour que ça ne constitue pas un mécanisme. C'est pour cela que vous avez différents agencements que l'on utilise. Ça, c'est les différents types de treillis que l'on trouve. Et ça ne forme pas de mécanisme. Ce sont un agencement qui est stable, qui ne bouge pas. Et tout le calcul revient à faire le calcul de ces différentes poutres, des poutrelles, et on tombe dans le cadre de la résistance des matériaux. Un autre type ça c'est un treillis, voilà un exemple. Avec ça vous pouvez constituer un pont. Au lieu de mettre cette poutre que vous avez là, on aurait pu par exemple mettre un treillis de ce type. Et au-dessus on peut mettre une dalle, par exemple. Un autre type de structure, ce sont ce qu'on appelle les portiques. Qu'est-ce que c'est qu'un portique? C'est la même chose que le treillis que je vous ai représenté ici, sauf que les liaisons entre les poutres, ça va être des liaisons complètes. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison complète? C'est une liaison qui ne permet pas de mouvement. Il n'y a pas de degré de liberté entre les deux poutres. Donc ça va être tout simplement, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Supposons que ça c'est de la charpente métallique, je suis en train de construire avec des poutres métalliques. Tout simplement, je vais fixer par des boulons, ici, je vais mettre des boulons pour fixer carrément sur les semelles, sur le sol. Et là, c'est fixe, c'est complètement
fixer. Quelles sont les techniques qu'on utilise pour fixer les deux poutres? On peut utiliser des boulons, hein, ou on peut carrément souder. J'utilise des boulons quand c'est susceptible d'être démonté après, parce que avec les boulons, je peux démonter si je veux. Et on va souder si la liaison qu'on veut obtenir est une liaison complète permanente. Permanente, ça veut dire qu'on ne peut pas démonter. Pour démonter, il faut casser, il faut couper. Quand vous avez des structures de ce genre, on appelle ça des portiques. Et la plupart des calculs de bâtiments, il est basé sur le calcul des portiques. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Ça va être tout simplement un portique ou un ensemble de portiques. Voilà, par exemple, je peux... Ça, rez-de-chaussée, premier étage, etc. Et bien sûr, ces portiques, ils ne sont pas des portiques plans, ce sont des portiques dans l'espace, etc. Un immeuble ou une habitation, ça va être ça. Ça va être des portiques, hein, c'est des poteaux et des poutres qui sont agencées d'une certaine façon, et l'ossature de l'habitation, ça va être ça. Et vous voyez que au bout du compte, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule les dimensions de poutres et de poteaux. Et on tombe dans le cadre de la résistance des matériaux. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, la plupart des structures, pas toutes, la plupart, sont à base de poutres. Ça va être des treillis, des portiques ou autre type d'agencement de ces poutres. C'est pour treillis, toujours on utilise la liaison pivot. Oui, ça s'appelle treillis parce qu'on utilise des liaisons pivots. Toujours. Oui, si la liaison est complète, ça va être un portique. C'est la différence entre le portique et le... Non, pour avoir un treillis, il faut laisser un degré de liberté. L'appellation correcte, quand vous avez une liaison pivot entre on appelle ça un treillis. Quand la liaison est avec des boulons, etc., on appelle ça un portique. C'est un portique. Mais la portique. La forme est comme le compte de poterie, avec des éléments verticaux. Oui, ils ont toutes la même forme, parce que c'est la même chose. La différence, c'est que si vous laissez possibilité de mouvement entre les poutres, c'est un treillis. Si vous ne laissez pas possibilité de mouvement, c'est un portique. Je vous ai donné un exemple, regarde. Ça. Voilà un treillis. Ça peut constituer un pont. Tu peux construire un pont avec ça. Ce sont des poutres, et entre les poutres, il y a des liaisons pivots. Pourquoi justement? Pourquoi on met des liaisons pivots? Pourquoi? C'est quoi l'avantage de mettre rien que des articulations, des liaisons pivots? Oui. Pour? Pas question de résistance, non. Ça a une relation avec les contraintes. Non, c'est pas... Oui. Oui, mais pourquoi on va permettre ce déplacement? Pour pas diminuer les mouvements. Je ne sais pas si pour ceux qui n'ont jamais fait, parce que dans cette structure, toutes les poutrelles sont soumises rien que à de la compression ou de la traction. Il n'y a pas de moment, ils ne sont pas fléchis.
pas de mono au niveau de fin intersection. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que regardez, les différents types de sollicitations, on va voir ça en détail parce que c'est ça l'objectif du cours de résistance des matériaux. On va voir les différents types de chargements, de contraintes à l'intérieur de la structure. Ce stylo, je peux le solliciter de différentes façons. On va voir ça. Je peux le comprimer, je peux le tirer, hein, exercer une traction sur le stylo. Je peux le fléchir. Fléchir, c'est exercer un moment de flexion. Je vais le fléchir, ça a tendance à le casser comme ça. Quand j'exerce des efforts dans ce sens, on dit qu'il y a à l'intérieur du stylo un moment de flexion qui a tendance à fléchir le stylo. Si je mets une liaison pivot ici et là, la poutre, les deux poutres, est-ce que cette poutre peut exercer un moment de flexion sur celle-là? Regardez, j'ai une poutre qui est là, qui est fixe, supposons qu'elle est fixe comme ça. Si je mets une autre poutre, est-ce que quand je la fais tourner, je peux faire fléchir celle-là? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré de liberté qui est la rotation, qui m'empêche de transmettre le chargement, hein, qui va produire un moment de flexion ici. Donc je ne peux jamais faire fléchir cette poutre. C'est comme si vous avez mis une isolation. On l'a isolée contre la flexion. Mais par contre, si je pousse, qu'est-ce qui va se passer? L'effort que je vais mettre ici va être transmis à... Ben voilà, regardez, vous avez des poutres où il n'y a que des liaisons pivots des deux côtés. Est-ce que ces poutres, je peux les fléchir à l'aide des poutres qui les entourent? Non. Donc il n'y a pas de flexion. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des efforts, hein, qui ont tendance à comprimer ou à tirer les poutres. Regardez le portique que vous avez là. Toutes les poutrelles que vous avez à l'intérieur, ces poutrelles ne sont sollicitées qu'à de la compression ou de la traction. Il n'y a pas de flexion. C'est ça l'avantage de mettre des treillis. Même au niveau des appuis. Les appuis de regarde, les appuis ici sont des appuis, ce sont des appuis avec articulés. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous écoutez les questions de vos collègues, s'il vous plaît. Vas-y. Comment on fait ça? Ça, les articulations ici. S'il vous plaît, votre collègue demande comment est-ce qu'on réalise dans la réalité des liaisons pivots. Ben, les liaisons pivots, on va fabriquer des poutres, hein. Ces poutres, on va les percer, d'accord? Je prends la deuxième poutre qui est là, qui est percée elle aussi, et qu'est-ce que je vais mettre entre les deux? Je vais mettre un axe, hein? Un axe qui va être comme ça. Cet axe, je peux mettre vis écrou, hein, je peux mettre l'axe et je vais mettre un écrou que je vais visser sur cette extrémité. Donc en fait, si je coupe, je peux mettre ça en chape par exemple. Si je coupe, voilà ce que je vais avoir. Ça c'est une poutre, ça c'est la deuxième poutre. Et entre les deux, elles sont percées, les deux poutres. Je fais passer une pièce qui a cette forme
D'accord? Et ici, on va mettre un écrou. Ça, c'est la première poutre. Et ça, c'est la deuxième poutre. Voilà. On peut les mettre comme ça. On peut les mettre en chape. En chape, ça veut dire j'ai une poutre dans l'extrémité, elle est comme ça. Je vais mettre la deuxième poutre qui rentre ici et je vais les mettre, je vais faire passer l'axe à l'intérieur. Donc techniquement, voilà comment est-ce qu'on fait. Mais au niveau des appuis, Non, au niveau des appuis, l'appui ça va être tout simplement une pièce comme ça. Ça, je vais fixer ça sur le... L'appui va être ici. Donc la poutre vient appuyer, enfin, si je prends le cas que vous avez là, ben, les poutres vont appuyer ici. Il ne faut pas avoir, pour avoir un contact ponctuel, ça c'est ponctuel, mais dans la réalité c'est pas un point, parce que pour avoir possibilité de mouvement, il faut que l'appui soit ponctuel, il faut mettre le contact uniquement en un seul point. Pour que ça puisse tourner, il faut que le contact soit le plus petit possible. Sauf que si vous mettez un contact sous forme de point, la contrainte va être énorme. Donc dans la réalité, comment est-ce qu'on fait pour réaliser des appuis simples? Ben, tout simplement, on va réduire au maximum la surface de contact. Donc ici, on va mettre un poteau et le contact entre les poutres, entre le treillis parce que ça, on le voit dans ce sens, parce que ça, il faut imaginer qu'on a une autre de l'autre côté pour réaliser le pont. Pour que le pont puisse être en équilibre, on ne va pas mettre une rangée. C'est un pont qui a une certaine largeur. Le premier point va appuyer sur une petite surface que l'on va assimiler à un appui simple. Et le deuxième, on va faire la même chose. Voilà ce que ça donne. Un appui simple, la réalisation d'un appui simple, c'est poser la poutre sur une surface qui est relativement petite. En théorie, ça doit être un point pour qu'il y ait possibilité de mouvement. Mais dans la pratique, il faut tout simplement réduire la surface de contact et on considère ça comme un appui simple. c'est pas l'inverse, la surface, grande surface diminuer la La question, s'il vous plaît. L'appui, la section de la poutre métallique, grande dimension de la platine, diminue le contact ou l'inverse? La grande dimension, quand tu as une grande surface d'appui, ça veut dire que la contrainte elle va diminuer. Oui. Oui, mais si tu augmentes la surface, tu n'as plus un appui simple. L'appui ne sera plus simple. Ça va être un appui qui ne permet pas de rotation. D'autres questions? Voilà, ça c'est le cas des treillis, pardon, des portiques, parce que j'étais en train de parler des portiques. Voilà des exemples de portiques. Il y a aussi d'autres types de structures particulières. Et ces structures sont à base de poutres, mais on va les assembler d'une façon telle qu'ils vont constituer ce qu'on appelle des pylônes. Les pylônes sont des structures particulières. C'est un ensemble de poutrelles qui sont agencées ou assemblées d'une certaine façon, et qui permettent tout simplement de recevoir des câbles électriques pour la transmission, pour le transport de l'énergie électrique. Ils ont la particularité d'être élancés, c'est-à-dire qu'ils sont très hauts en général. Ils doivent résister à beaucoup de contraintes.
c'est les efforts du vent, variation de température, etc. Et ce sont des structures métalliques qui sont constituées de poutrelles. La particularité ici, la difficulté pour la réalisation des pylônes, c'est qu'ils ont des géométries qui sont relativement compliquées, parce que regardez la forme du pylône, et chaque poutrelle, il faut découper, quand on découpe les profilés, quand on va découper, il faut découper à la bonne dimension, parce qu'après, il faut monter ça. Pour monter un pylône, on le monte sous forme de parties, puis on le transporte. Le transport est généralement compliqué parce qu'il faut les déplacer dans des endroits où il n'y a pas forcément de route, où l'accès n'est pas forcément facile. Donc il faut les assembler par parties. Il va falloir pouvoir les assembler sur place. Et c'est des structures qui sont très grandes, qui pèsent très lourd, mais on est obligé de faire ça pour transporter l'énergie électrique. Tout ça, c'est des poutrelles. Oui. Non, ça c'est des portiques. C'est des poutres que l'on a assemblées, soit par boulon,